Le monde célèbre chaque 16 novembre la Journée internationale de la tolérance, instituée le 12 décembre 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée sert de rappel poignant de la nécessité d'éradiquer les préjugés et de promouvoir l'harmonie entre les peuples. La tolérance apparaît comme un pilier essentiel au maintien de la paix et de la stabilité. Selon l'UNESCO, environ 70% des conflits dans le monde ont une dimension culturelle, soulignant l'importance cruciale de la tolérance dans la résolution des tensions. Les conséquences de l'intolérance sont profondes et multiples. D'une part, les discriminations et les violences basées sur la culture engendrent des souffrances humaines incommensurables. De plus, des programmes éducatifs visant à promouvoir la tolérance sont mis en place dans de nombreux pays, reconnaissant que l'éducation est un outil puissant pour combattre l'intolérance. La Journée internationale de la tolérance n'est pas seulement un moment de réflexion, mais aussi une opportunité pour envisager l'avenir. Le défi majeur reste la transformation des discours en actions concrètes. Il est impératif de passer de la tolérance passive à une coexistence active où la diversité est non seulement acceptée mais aussi célébrée. Alors que nous naviguons dans un monde complexe, cette journée nous offre une chance de réaffirmer notre engagement envers une humanité unie dans sa diversité. L'objectif des sessions, c'est quoi? C'est que lorsque les usagers nous saisissent de leurs difficultés, nous, à notre tour, nous saisissons les administrations mises en cause pour avoir plus de précision et leur demander, au cas où le grief porté par les citoyens serait réel, que l'administration nous aide à y donner réponse. Alors, lorsque nous adressons cette demande d'intervention aux administrations, il y en a qui ne répondent pas dans les délais requis ou qui ne répondent même pas du tout. Personne n'a oublié les événements qui ont caractérisé les élections de 2019 et 2021. Donc, au lendemain de ces élections, et pour prévenir d'éventuelles violences pour les élections de 2023, le médiateur a initié une série de rencontres dans le cadre du dialogue politique. Et nous avons eu la première rencontre du 25 avril au 5 mai 2022 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, où nous avons invité tous les partis régulièrement constitués. À l'époque, il y en avait 16 et il y en a 14 qui ont répondu présents à notre invitation. Et avec chacun des représentants des partis, nous avons échangé sur les difficultés qu'ils éprouvaient par rapport au processus, sur leurs souhaits que nous avons essayé de résumer et de transmettre au chef de l'État sous forme de plaidoyer. Convaincu de la justesse de cette activité, la coopération suisse a volontiers accepté d'appuyer le médiateur de la République dans ses efforts de médiation de proximité. C'est dans cette même dynamique que nous avons accepté également d'accompagner l'institution dans son initiative visant à offrir désormais aux populations du Bénin et même au-delà la possibilité de saisir en ligne via Internet, comme on vient d'apprendre. L'année 2026 est une année de grands défis, en ce sens qu'elle connaîtra pour la première fois dans notre pays des élections générales. Le médiateur de la République, dont l'une des missions est de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, fait de cet important tournant de notre histoire une préoccupation majeure. C'est pourquoi l'institution envisage déjà dans une nécessaire anticipation du processus de préparation de ces élections que nous voudrions pacifiques comme ce fut le cas en janvier dernier, des activités d'envergure nationale à partir de 2024. Après les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, a effectué ce mercredi 15 novembre 2023 une descente sur les chantiers de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale
du Musée international du Vaudou, des logements sociaux et économiques de Wando à Porto Novo. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du suivi des projets du programme d'action du gouvernement Piaget, vise à constater de visu l'évolution des travaux afin de faire d'éventuelles recommandations. Le ministre et sa délégation ont visité en premier lieu le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le site de l'Assemblée nationale, de construction du siège de l'Assemblée nationale, comme vous l'aurez remarqué, le majestueux bâtiment en gros œuvre est pratiquement terminé. Ça a pris corps et vous avez vu, et vous-même vous pouvez comparer avec les maquettes qu'on avait fait circuler, la réalisation, la mise en œuvre. On a été agréablement surpris que tous les éléments, détails qui ont été prévus dans ce bâtiment ont pu être réalisés et en béton. Donc nous sommes tout doucement en train d'atteindre l'objectif du parti architectural qui a été développé, que nous avons appelé l'arbre à palabre. Quand vous voyez le bâtiment, vous allez sentir effectivement qu'il y a un tronc d'arbre qui est en train de supporter ces feuillages et sous lequel les parlementaires vont s'asseoir pour discuter des problèmes de notre nation, représenter efficacement, dignement la population. Alors, ce chantier, le grand bâtiment dont je parle, est déjà à un taux de 90% d'exécution niveau gros œuvre. Les autres bâtiments satellites annexes sont un peu moins évolués, mais qui vont également être très vite réalisés parce que le plus grand effort était sur le bâtiment central qui est un bâtiment emblématique et très complexe. L'entreprise en charge des travaux de finition et de seconde œuvre a déjà commencé par se mobiliser à 18 mois de travaux à compter d'aujourd'hui et bientôt en début, au plus tard avril 2025, vous allez voir ce bâtiment qui sera mis en consommation pour les députés. Au niveau du Musée international du Vaudou, nous sommes au niveau des travaux de fondation. On a connu quelques difficultés parce que c'est un site agileux et également il y a eu les études complémentaires qui ont été faites, ce qui a fait que le chantier a démarré un peu en retard. Nous sommes aujourd'hui à près de 8% de taux d'exécution, mais toutes les fondations sont déjà pratiquement achevées. Il reste les formes de dallage à couler pour commencer à couler le coulage des voiles. Et inclus à ce musée, il y a l'aménagement de la place Bagnole qui est la place Tofa Ier. Une nouvelle statue a été déjà conçue et fabriquée et se trouve déjà au port de Cotonou. Le socle, les travaux du socle vont être réalisés par l'entreprise Satom. Ces travaux vont être achevés d'ici fin décembre pour que nous puissions monter la statue de Tofa là-dessus. L'ancienne statue sera déplacée vers le jardin d'été de Tofa Ier et ça permettra à l'entreprise Jet Contractor de faire l'aménagement du site. Ici, c'est 173 logements qui sont prévus. Tous ces 113 logements sont déjà coulés et présentement, nous sommes en train de procéder à leur couverture et aux travaux de finition. Et comme vous l'avez suivi avec le ministre, tous ces travaux vont être finis pour janvier au plus tard et dans tous les cas, au premier trimestre de l'année 2024, nous allons lancer la commercialisation du programme 20 000 logements à partir de Porto Novo. Donc, un rendez-vous est pris pour début 2024 pour que vous puissiez constater vous-même l'engagement pris, le respect de l'engagement par l'État béninois. Selon le constat fait à l'issue de la visite, tous les chantiers évoluent normalement avec quelques touches à apporter pour leur finalisation. De mon point de vue, mettre un étranger à la tête de cette noble agence d'identification des personnes ne pose aucun problème. Ce qui est beaucoup plus recommandé chez moi, c'est plutôt la compétence. Ce n'est pas la personne qui nous apporte son service qui est important. Alors, cela étant, je crois que nous devons cesser de nous distraire au Bénin. Nous devons cesser de faire couler beaucoup d'encre et de salive quand il s'agit des questions cruciales, quand il s'agit des questions d'intérêt national.
Vous savez, le président Patrice Talon, quand il prenait le pouvoir en 2016, il a bien dit que j'irai chercher les compétences où elles sont, ne serait-ce que parce que je vais apporter le résultat. Souvenez-vous que nous sommes 11 millions de Béninois et nous allons tous le juger au terme de son mandat. Où est-ce qu'il est allé chercher les hommes qu'il faut, la compétence qu'il faut pour réussir ses objectifs, pour réussir à bien son mandat, bref, pour réussir à nous offrir un bon programme d'action parlant de sa réalisation. J'en sais rien. De toutes les façons, nous allons le juger sur son résultat. Nous avons une classe politique très distraite depuis que le président Patrice Talon est là, au lieu d'être focalisé sur un certain nombre de faits qui peuvent quand même nous offrir des débats lourds, des idéologies, des débats d'idées, etc. Les uns et les autres s'agitent aujourd'hui pour dire qu'on ne devait pas mettre un étranger à la tête de l'ANIP. Mais dans l'un ou l'autre des cas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la liste électorale aujourd'hui est un instrument très fiable. Alors, si on choisissait quelqu'un qui est proche du président Patrice Talon, on va dire c'est de connivence qu'il a servi son chef. Quand on va choisir quelqu'un qui est à la tête de cette structure-là, on va dire non, il est béninois, on l'a soudoyé, on l'a corrompu, et puis il a rendu la liste telle qu'elle a été, surtout quand l'opposition perd les élections. Maintenant, le président de la République, le premier magistrat de notre pays a dit « Je veux les compétences les meilleures au monde parce que je veux offrir une liste électorale la plus fiable possible, du moins pendant mon quinquennat, pendant mes deux mandats et dernier mandat. Et je veux laisser à la génération future, jeune femme politique, un bon instrument à utiliser désormais pour les élections. » Du coup, ça pouvait ne pas être un Rwandais, ça pouvait être un Sénégalais, ça peut être un Ivoirien. Encore, ça peut être également un Nigérien. Dans l'un ou l'autre des cas, le président Patrice Talon voulait ce qu'on va dire la compétence, le résultat. Suivez mon regard, c'est un monsieur qui ne regarde pas la couleur de vos yeux. Vous pouvez être parent, vous pouvez avoir des liens familiaux très serrés. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est le résultat. Le Niger félicite le Mali après la reprise de la ville de Kidal par les forces armées maliennes et leurs supplétifs de Wagner. Le communiqué a été lu mercredi soir à la télévision nationale par le porte-parole de la junte nigérienne. Le gouvernement et le peuple nigérien ont appris avec une immense joie la libération de Kidal, le mardi 14 novembre 2023, par les forces armées maliennes, FAMA. Cette ville martyre était restée sous le joug des terroristes et leurs sponsors, responsables de la déstabilisation du Mali ainsi que l'ensemble du Sahel depuis plusieurs années. Dans son adresse à la nation, le porte-parole du CNSP nigérien, le colonel-major Abdraman Amadou, exprime les espoirs de son pays dans la lutte contre le terrorisme qui sévit chez le voisin malien. Cette grande victoire constitue sans doute un tournant décisif dans le ferme engagement des plus hautes autorités maliennes à libérer totalement leur pays et à œuvrer pour un Mali uni, où les populations vivent en paix et en toute fraternité retrouvée. Pour rappel, l'armée malienne a repris mardi la ville stratégique de Kidal, au nord du pays, un bastion des groupes séparatistes dominés par les Touaregs et faisant outrage à la souveraineté du Mali. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé au sujet de la situation sécuritaire du pays, les perspectives d'arrivée d'une nouvelle force internationale à l'Est et le respect des échéances électorales de décembre lors d'un discours télévisé sur l'état de la nation devant le Parlement. Dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays
perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement. Alors que les combats contre les rebelles du M23 se sont à nouveau intensifiés, le gouvernement prévoit le retrait de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, près d'un an après son déploiement dans l'Est du pays. Le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Community. Lundi, dans le cadre des échanges initiés par la Commission électorale nationale indépendante, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et les autres candidats à la présidentielle se sont réunis à Kinshasa. Toutefois, clore ce propos vous concernant sans mentionner spécifiquement la détermination dont vous avez fait montre à m'accompagner dans mon engagement solennel, celui de consolider notre jeune et fragile démocratie par l'organisation de scrutins électoraux dans le strict respect des échéances constitutionnelles. De nombreux analystes estiment que Félix Tshisekedi a de bonnes chances de remporter le scrutin, face à une opposition divisée. Le coup d'envoi du déploiement du 1er bataillon unifié du Soudan du Sud a été donné mercredi lors d'une cérémonie officielle à Juba. Environ 1000 soldats seront ainsi déployés à Malakal dans l'état septentrional du Haut-Nil. Le chef des forces de défense a exhorté le bataillon à rester uni. Vous devez très bien comprendre cela. Vous n'avez aucun lien avec la politique. Vous n'avez pas de parti, parce qu'une armée n'a pas de parti. Vous êtes l'armée nationale. Et comme vous pouvez le voir, depuis 1983, nous n'appartenons à aucun parti. Nous sommes les forces de défense du peuple du Soudan du Sud. Et je vous préviens, dès aujourd'hui, ne quittez pas l'armée pour la politique. L'unification des forces fidèles au président Salva Kiir et à son rival, le vice-président Riek Machar, était une condition clé de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à un conflit de 5 ans. Notre pays a connu de nombreux problèmes et il est très difficile de parvenir à la paix. Il est très difficile pour nous de réunir les forces dans les centres de formation. Le Sud n'a pas d'usine ou de grandes entreprises. Tout est importé. Et les routes sont difficiles. Nous n'avons pas de bonnes routes et pas d'aéroport. Des dizaines de milliers d'anciens combattants ont été intégrés dans l'armée en août de l'année dernière, mais aucun n'avait été déployé jusqu'à présent, les retards alimentant la frustration. Le gouvernement n'a pour l'instant pas respecté toutes les clauses essentielles de cet accord. Le porte-parole du parquet rwandais a émis mercredi l'opposition du parquet général à la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, annulant le projet du gouvernement britannique d'acheminer des migrants vers le Rwanda. Donc le Rwanda respecte cette décision, mais n'est pas d'accord avec le point qui stipule que non, les réfugiés ou les migrants qui seraient au Rwanda seraient dans une insécurité. Mais là où le Rwanda n'est pas d'accord, parce qu'il y en a un droit où le Rwanda n'est pas d'accord, c'est le fait de dire que l'accord est illégal, parce que peut-être l'une des parties, l'une des causes, que les réfugiés qui seraient venus, qui seraient au Rwanda, les migrants qui seraient au Rwanda, ne seraient pas en sécurité. Le gouvernement rwandais affirme son ouverture à la conclusion d'un autre accord et laisse la porte ouverte aux autres nations qui seraient intéressées par une telle alliance. Donc, si le gouvernement anglais est prêt à proposer un autre accord, bien sûr qu'il sera bien étudié par rapport à ce qui s'est passé en justice. S'il y a d'autres pays qui sont prêts à faire des accords pareils pour essayer de trouver une solution, le Rwanda sera preneur. Le président rwandais Paul Kagame et le premier ministre britannique auraient réitéré leur engagement à faire fonctionner leur partenariat en matière d'immigration lors d'un échange téléphonique. Le décompte des voix était en cours au Libéria mercredi, au lendemain du second tour de la présidentielle opposant la légende du football George Weah à l'ex-vice-président Joseph Boakai.
Selon la présidente de la commission électorale, après dépouillement des résultats, M. Boakai serait en tête. Of 1,315 polling places, of a total of sur 1315 bureaux de vote, des 5890 bureaux totaux, constituting 22.33%. Boakai Joseph du Parti de l'Unité. Vote obtenu 193 041, soit 50,71% des voix. Constituting 50.71%. Weah George Manet, CDC. Weah George Manet du Congrès pour le changement démocratique. Voix obtenue 187 615, soit 49,29% des voix. Constituting 49.29%. Lors du premier tour qui s'est tenu le mois dernier, M. Weah n'a dévancé son ancien rival que de 7 126 voix au niveau national. La commission électorale devrait faire un rapport quotidien sur l'état du dépouillement qui a commencé peu après la fermeture des bureaux de vote, mardi soir. Jour de vote à Madagascar. Ce sont plus de 11 millions d'électeurs malgaches qui sont attendus aux urnes ce 16 novembre. La capitale sort d'une nuit de couvre-feu et le vote a débuté dans le calme ce jeudi pour le premier tour de la présidentielle. L'un des enjeux majeurs pourrait être le taux de participation dans un contexte de vive tension entre le camp du président sortant André Rajoelina et 10 candidats de l'opposition. Ces derniers ont appelé au boycott. Le préfet d'Antananarivo a condamné mercredi des actes de sabotage après des incidents la veille avant de déclarer un couvre-feu nocturne jusqu'à jeudi 4 h du matin. L'opposition conteste l'éligibilité du président Rajoelina, devenu français en 2014. La Cour suprême britannique a jugé mercredi illégal le projet controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Les 5 hauts magistrats ont à l'unanimité rejeté le recours du ministère de l'Intérieur. Le critère juridique qui doit être appliqué en l'espèce est de savoir s'il existe des motifs substantiels de croire que les demandeurs d'asile envoyés au Rwanda courent un risque réel de refoulement. À la lumière des éléments de preuve que j'ai résumés, la Cour d'appel a conclu à l'existence de tels motifs. Nous sommes tous d'avis qu'ils avaient le droit d'en arriver à cette conclusion. En effet, après avoir examiné les preuves nous-mêmes, nous sommes d'accord avec leur conclusion. Pour le président de la Cour suprême, Robert Reid, cette décision se fonde sur des raisons légales et aucunement politiques. Devant les députés, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a indiqué que son gouvernement travaillait déjà à un nouveau traité avec Kigali qui serait finalisé au vu de ce jugement. Un panel de 5 juges de la plus haute juridiction britannique s'est rangé à l'unanimité à l'avis des juges de la Cour d'appel selon lequel la politique d'immigration des demandeurs d'asile vers le Rwanda était incompatible avec les obligations de la Grande-Bretagne en vertu des traités internationaux. Ce jugement et cette victoire sont une aubaine pour nos courageux clients qui se sont opposés à une politique illégale et inhumaine. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une victoire pour eux, c'est une victoire pour l'état de droit. Elle nous rappelle que personne n'est au-dessus de la loi. Et il est temps de dire au gouvernement qu'ils doivent rester dans les limites de celle-ci. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Parti conservateur ont souligné l'importance cruciale de ce projet visant à diminuer l'immigration qualifiée d'illégale à travers la Manche. Cette décision confirme que le principe du renvoi des demandeurs d'asile vers un pays plus sûr est légal.
Le gouvernement a déjà travaillé à l'avance sur un nouveau traité avec le Rwanda que nous finaliserons à la lumière du jugement d'aujourd'hui afin de répondre aux défis qui ont été soulevés. Mais s'il s'avère que nos cadres juridiques nationaux ou nos conventions internationales continuent de contrarier nos projets, je suis prêt à modifier nos lois et à réexaminer ces relations internationales. Les Britanniques attendent de nous que nous fassions tout ce qu'il faut pour arrêter les bateaux. Et c'est précisément ce que fera ce gouvernement. Cette décision, qui occupera une place prééminente lors des prochaines élections générales, devrait accentuer les dissensions au sein du Parti conservateur entre les législateurs de droite, favorables à une action plus audacieuse, et les modérés.